Je vous propose donc d'enchaîner et d'inviter donc Monsieur Reina Sanchez et Madame Guénard qui vont illustrer le premier axe, ces outils, les acteurs du dispositif d'orientation permanent et donc comment ils se sont saisis de cette question-là en croisant notamment avec ces fameuses grilles des nomenclatures Séraphin autour des prestations et des besoins exprimés. Donc, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour. Donc moi, alors je suis présent en tant que référent RAPT MDPH des Pyrénées-Atlantiques. Donc le CREAI nous a demandé de montrer comment on essaye, alors je dis bien on essaye d'utiliser les nomenclatures Séraphin dans le cadre de l'élaboration des PAG au niveau des Pyrénées-Atlantiques. Alors je vais partir d'un processus central dans l'activité des MDPH, c'est l'évaluation. Donc ce processus consiste à conduire des évaluations multidimensionnelles, pluridisciplinaires, adaptées à la situation de la personne selon sa complexité, dans le but d'évaluer ses besoins. Ensuite, d'élaborer des réponses donc, à ces besoins, de proposer un plan personnalisé de compensation, pour les enfants, un projet personnalisé de scolarisation, et, quand c'est nécessaire, un plan d'accompagnement global. Donc la personne, elle est associée à l'évaluation, à la fois dans l'expertise et dans les réponses après qui peuvent lui être proposées. Donc dans le cadre de cette évaluation, concernant l'évaluation des besoins, comme on vous l'a présenté précédemment, les MDPH sont équipés de systèmes d'information élaborés sur des bases communes, avec notamment le développement d'un outil de soutien à l'évaluation qui est basé sur les nomenclatures Séraphin, donc en matière de santé, d'autonomie et de participation à la vie sociale. C'est-à-dire que les équipes pluridisciplinaires MDPH, actuellement, changent aussi leur logique d'évaluation pour partir sur les besoins de la personne. Alors je ne vais pas vous présenter là sur le contenu de cet outil de soutien, mais en tout cas ça permet d'instaurer un langage commun entre les acteurs et d'être une première étape à cette logique de parcours plus inclusive pour les personnes en situation de handicap. Donc à partir de là, au niveau des Pyrénées-Atlantiques, dans le cadre du dispositif d'orientation permanent, on essaye d'utiliser donc ces nomenclatures lorsque nous élaborons un PAG. Donc déjà, dans un premier temps, nous avons créé une fiche de saisine du dispositif d'orientation permanent. Alors tout à l'heure, on avait des débats sur à quel moment est-ce qu'on est dans un PAG ou pas. Donc nous, au préalable, on a décidé que les personnes saisissent le dispositif d'orientation permanent et en fonction des réponses peuvent être apportées. Ça peut être un PAG, ça peut être un plan personnalisé de compensation ou ça peut être un renvoi un accompagnement de la personne vers les acteurs qui l'accompagnent au quotidien. Donc en tout cas, dans cette fiche de saisine, on a intégré les nomenclatures Séraphin sur les besoins, ce qu'ont fait la plupart des MDPH dans les différents documents qu'on peut voir circuler au niveau national. Et ensuite, lorsque nous élaborons un PAG, avant de convoquer le groupe opérationnel de synthèse, nous envoyons, alors on l'a mis sous format Excel, nous envoyons la nomenclature des besoins aux différents partenaires qui peuvent accompagner la personne à ce moment-là, pour déjà recueillir des premiers éléments d'évaluation centrés sur les besoins. Et donc à l'issue au moment où on récupère ce document, à ce moment-là, nous sommes plus en mesure de déterminer quels acteurs vont pouvoir apporter à la fois des expertises sur la situation de la personne et des réponses éventuellement. Donc c'est à partir de là que nous convoquons les acteurs au groupe opérationnel de synthèse. Et ensuite, lorsque nous élaborons le PAG, dans le document, nous identifions les besoins et les réponses apportées à chaque besoin qui vont être déterminés. Alors, les intérêts de son utilisation, c'est déjà de faire au démarrage une préévaluation de la situation avec les éléments transmis, les autres éléments transmis par les partenaires. Donc, de déterminer les acteurs à convoquer au GOS et surtout d'animer le GOS dans une logique de construction multipartenariale centré sur les besoins de la personne. L'idée, c'est de sortir de trouver absolument une place en établissement, à la fois pour des questions d'hébergement, pour des réponses, pour des échanges qui sont plutôt basés sur les prises en charge des personnes, et donc de vraiment partir sur le besoin pour proposer après des solutions adaptées à chaque situation. Et l'autre intérêt, c'est donc d'assurer un suivi du PAG à partir de ces prestations proposées.
Alors notre objectif au niveau MDPH, c'est d'essayer d'élargir l'utilisation de ces nomenclatures Séraphin, notamment pour les orientations en établissements et services médico-sociaux. Donc l'idée peut-être par la suite, ça serait d'envoyer cette fiche, ce fichier Excel, enfin à voir sur comment sera le support, mais d'envoyer ce document aux différents professionnels qui peuvent accompagner les personnes pour après affiner nos orientations en établissements et services. Et en parallèle, de continuer à approfondir la logique de détermination des besoins qui sont les nouvelles logiques d'évaluation, et d'aller plus loin dans l'évaluation que de simplement dire qu'elle a des besoins en termes d'autonomie, de santé, de participation à la vie sociale, pour l'ensemble, enfin pas l'ensemble des situations, mais peut-être pour les situations les plus complexes, au-delà des plans d'accompagnement globaux. Pour l'ensemble des situations, on ne sera pas, enfin, je pense qu'aucune MDPH sera en mesure d'aller loin dans la détermination des besoins, mais au moins de pouvoir repérer les situations qui le nécessitent. Alors, ce qu'il faut pour en arriver là, je vais pas dire des choses nouvelles, mais c'est donc travailler un changement d'approche par l'ensemble des acteurs du territoire avec une acculturation à la logique de besoin, parce que les équipes pluridisciplinaires sont dépendantes des acteurs territoriaux. Nous recevons la plupart du temps des demandes de prise en charge en établissement, enfants ou adultes. Voilà, donc c'est déjà de changer cette logique d'approche, et toutes les logiques actuelles vont dans ce sens, avec y compris le nouveau formulaire MDPH qui est basé sur ces nomenclatures. Et donc de sortir de cette logique établissement qui reste très prégnante. Alors je vais vous présenter un cas pratique pour essayer d'illustrer un cas pratique d'un PAG pour essayer d'illustrer l'utilisation de ces nomenclatures. Alors je l'ai appelé Nicolas à 19 ans, en fait au vu de son âge j'aurais dû l'appeler Monsieur Dupont, mais il était connu déjà au préalable de la MDPH. Donc Nicolas c'est un jeune adulte présentant un trouble du spectre de l'autisme associé à une déficience intellectuelle légère ainsi qu'une déficience neurologique stabilisée. Il a un parcours en pédopsychiatrie puis en institut médico-pédagogique jusqu'à 16 ans. Et du fait de troubles du comportement majeurs à ce moment-là, il n'a pas réussi à intégrer un IMPRO. Donc il est au domicile parental sans solution depuis 3 ans, avec un accompagnement par un assistant au projet et parcours de vie, un accompagnement en orthophonie, en psychomotricité, ainsi que des intervenants éducatifs au domicile. Au moment où il nous sollicite, il n'y a plus de suivi en psychiatrie depuis quelques mois. Et donc il manifeste des troubles du comportement majeurs au domicile, avec de l'hétéroagressivité et un épuisement parental important. Donc sa demande, c'est de construire une vie d'adulte en établissement. La demande de ses parents, c'est y compris de la construction de ce projet d'adulte, et surtout une demande de répit. Et donc, dans sa situation, la CDAPH avait prononcé une orientation en foyer de vie, sans que des stages aient pu être réalisés à ce moment-là, parce que compte tenu de la complexité de la situation et du fait qu'il n'était pas accueilli en établissement, il n'avait pas été en mesure de réaliser des stages, donc on avait fait l'orientation sans stage, ce qui n'est pas la pratique habituelle. Entre-temps, il a pu intégrer des accueils de jour en foyer de vie, enfin faire des essais dans l'accueil de jour, et ce qui ressortait, c'était qu'au niveau il avait un besoin d'individualisation tel que les établissements n'étaient pas en mesure de l'accompagner. Donc les accueils de jour en foyer de vie se sont stoppés au moment où ils nous ont sollicité pour un PAG. Donc pour illustrer les étapes de l'élaboration du PAG, donc dans un premier temps, nous sommes saisis par la famille représentant légal de ce jeune adulte. Donc nous envoyons la fiche de saisine avec déjà des premiers éléments sur les besoins liés à l'intégration de la nomenclature dans la fiche. Nous décidons d'élaborer un PAG, donc on envoie cette grille Séraphin à l'ensemble des accompagnants professionnels de ce jeune adulte. À partir de là, nous déterminons quels sont les acteurs que nous allons convoquer au GOS. Donc là, c'est des acteurs du soin, des établissements de type foyer de vie, des accueils expérimentaux spécifiques, l'agence régionale de santé, le conseil départemental au vu de la situation problématique, et un PCPE. Et je crois que j'en oublie pas d'autres. Donc, le GOS a été élaboré dans le sens où on savait déjà que l'accueil en établissement de type foyer de vie, tel que les foyers de vie fonctionnent avec du collectif et la difficulté de ce jeune à s'intégrer dans du collectif, on souhaitait vraiment partir sur déjà se mettre d'accord sur les besoins de ce jeune.
Donc là, je vous ai fait un tableau pour vous présenter un peu, en gros, comment on essaye vraiment de se mettre d'accord lors d'un GOS sur l'ensemble des besoins repérés. Alors, je ne vais pas rentrer là dans les détails des besoins, mais on décline dans chaque partie sur la santé, sur l'autonomie, sur la participation à la vie sociale, les besoins nécessaires. Déjà, ça veut dire qu'on se met d'accord déjà sur le langage entre chaque acteur, parce que chacun a un langage différent selon le secteur du soin, le secteur médico-social, la protection de l'enfance quand c'est des enfants. Donc déjà, on se met d'accord sur les besoins. Après, on détermine les prestations d'accompagnement à mettre en place. Donc là, c'était plutôt des prestations de soins à visée préventive et curative, des prestations de réadaptation, de développement des capacités fonctionnelles, des prestations d'accompagnement pour la communication et les relations avec autrui. Là, c'est un axe majeur pour ce jeune, du fait de son trouble du spectre de l'autisme. Voilà, des prestations d'accompagnement aux actes essentiels, d'accompagnement aux rôles sociaux et des besoins de coordination importants. Donc à partir en animant le GOS dans ce sens, on a pu déterminer qui allait faire quoi selon les prestations qui avaient été évaluées. Donc on a, là dans le tableau, je vous ai mis les différents intervenants, dans le tableau précédent, les différents intervenants pour chaque prestation. Et donc en termes de bilan de la situation, ce qu'il apparaît, c'est le fait vraiment de s'attarder sur les besoins. La coopération ensuite qui a pu se mettre en œuvre entre les différents partenaires. L'harmonisation des outils avec un accompagnement intensif spécifique aux troubles du spectre de l'autisme via un PCPE notamment, et une coordination accrue entre les acteurs. Ça a permis une évolution notable de la situation de ce jeune, avec une forte diminution des troubles du comportement, un début d'habituation à la vie de groupe, et donc une adaptation plus élevée au changement, avec une diminution des angoisses. Donc à partir de là, parce que l'objectif c'était vraiment de travailler comment ce jeune allait pouvoir s'intégrer dans du collectif et surtout que ça fonctionne. Parce qu'au lieu d'aller chercher de suite la place dans un foyer et que ça ne fonctionne pas, c'est voilà, comment on arrive à l'intégrer au collectif en réduisant au fur et à mesure l'individualisation. Donc aujourd'hui, on n'en est pas encore là, mais il est déjà dans des structures de type expérimental avec des groupes de 4-5 personnes et il est en mesure de s'adapter au groupe. Donc l'idée par la suite, ça sera dans le cadre du PAG, d'essayer peut-être d'aller vers un établissement de type foyer de vie, mais peut-être pas. Peut-être que l'idée, ça sera de travailler un habitat inclusif avec des accueils de jour dans des structures spécifiques ou des accompagnements en milieu ordinaire spécifiques via des interventions libérales, ou voilà, à déterminer vraiment un parcours pour ce jeune. Et l'idée de l'établissement l'établissement en internat ne sera peut-être pas la solution finale pour ce jeune. Et c'est vraiment en partant des besoins qu'on a réussi à déterminer tous ces axes d'accompagnement. Voilà, je vous remercie pour l'écoute. Bien, merci. Alors, je vais simplement, moi, vous présenter un témoignage de terrain avec beaucoup de modestie parce que c'est vraiment un exemple d'un établissement ITEP qui a suivi, on va voir, le schéma, ça va être chronologique, mais qui a suivi une transformation de son offre de manière effectivement à intégrer au fur et à mesure, notamment, les outils Séraphin qui nous ont servi d'un côté, mais qui aussi nous posent des questions. Donc, on passe. Voilà, c'est l'histoire d'une expérimentation. Alors, la chronologie, même si elle débute en 2014, je vais aller assez vite, juste pour recontextualiser un petit peu les choses. On était sur un établissement rural, puisque en fait, Igon est un lieu, pour vous situer, dans les Pyrénées. C'est très joli, mais c'est effectivement à une demi-heure de Pau, une demi-heure de Lourdes. Donc voilà, un peu pour vous situer, en pleine, devant la montagne. Donc, travailler l'inclusion et travailler un certain nombre de choses, ça demande aussi une autre énergie. C'est un établissement qui, au départ, qui avait un fonctionnement très classico-classique, avec des enfants qui étaient sur des groupes en fonction de leur âge, en fonction de leurs compétences scolaires, etc. Et puis, cette période-là, c'était aussi c'était le temps, comme je dis, c'était le temps où il y avait le début de la RAP, le début du rapport Pifto, la réforme Séraphin qui commençait, etc. Et on travaillait aussi beaucoup avec l'air, les travaux de l'air. Donc, en fait, on a décidé effectivement de transformer notre offre et de transformer l'organisation de manière à être
de répondre davantage aux besoins des enfants qui ne correspondaient pas. Donc à cette époque, en fait, on s'est appuyé quand même sur le début de la nomenclature et on s'est dit, ben voilà, comment il va falloir fonctionner. Ce qui apparaissait dans la nomenclature, c'est qu'il y avait, dans la nomenclature, dans les besoins, il y avait la santé, la participation sociale et l'autonomie. On s'est dit, en fait, par rapport aux enfants qu'on reçoit, il y en a qui ont un immense besoin de soins, qui cochent toutes les cases, et puis il y en a d'autres sur la fin sur lesquels ils ont plutôt besoin de travailler l'autonomie. D'où on a décidé de créer en fait 4 services distincts qui étaient plus calqués non sur les âges ou les compétences scolaires, mais vraiment sur leurs besoins. Voilà comment on a commencé à intégrer l'outil Séraphin PH, en sachant que par exemple, le service des enfants tout à fait sur votre gauche, qui ont un fort besoin de soins, en fait, on a modifié l'encadrement en réajustant un renfort éducatif et thérapeutique. Et sur la partie autonomie, on est plutôt sur un travail pédagogique avec des projets pré, pro, scolaires, etc. Voilà. Donc voilà un petit peu le balayage de notre accompagnement. Sur l'évaluation qu'on peut en faire, c'est vrai qu'on a été, dans cette période où on a utilisé la grille Séraphin, on a commencé dès la pré-proposition d'accompagnement, de manière très concrète. On a sorti la grille et puis au fur et à mesure qu'on recevait l'enfant avec les partenaires qui étaient déjà présents, on essayait de s'obliger à s'acculturer aussi avec cette nomenclature et se dire mais cet enfant il a réellement besoin de quoi, donc on cochait tout simplement, voilà. C'était aussi la période où on a mis en place le logiciel de gestion de dossier de l'usager qui s'appelle Hermès pour nous. On a travaillé avec eux pour qu'ils essaient de l'adapter aussi et qu'ils incluent à l'intérieur donc vraiment le schéma et la nomenclature Séraphin, ce qui nous a aidé aussi dans nos écrits à structurer un petit peu. On s'est rendu compte qu'il y avait une réponse qui était plus adaptée d'une manière générale à l'enfant. Et ce que je vous disais un peu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on avait, en fait, on positionnait l'ensemble de notre plateau technique, on le répartissait de manière à être en renfort ou en encadrement plus adapté en fonction des services et des besoins. Donc on a ciblé davantage des prestations. On a pu permettre une coordination de parcours plus facile aussi, ça nous a aidé. Toujours pareil avec les grilles Séraphin, on passera dans le truc, après je vous montrerai, on a monté des plans d'action très concrets avec qui intervient, qui fait quoi, quand c'est fait, etc. Ça nous a permis aussi, en déterminant davantage les besoins, à travailler plus spécifiquement en allant rechercher de l'aide, du soutien, de l'étayage, de la collaboration auprès des hôpitaux de jour ou de l'ASE. Et puis, voilà. Puis après, on a travaillé aussi l'inclusion davantage aussi. Alors, ça, c'est un exemple de plan d'action, par exemple, qu'on peut proposer à un enfant. J'ai vraiment extrait, parce que c'est une des parties, il a besoin de quoi. Très concrètement, on est sur la nomenclature. Quelles vont être les actions à mener? Qui va le faire? Est-ce qu'on fait appel à quelqu'un? Et est-ce qu'il faut qu'on mobilise des partenaires extérieurs? Et on évalue. Alors, soit c'est en cours, soit c'est déjà fait, puis on essaie de l'actualiser. Alors, ça c'est fait, si je puis dire. Aujourd'hui, on essaie d'améliorer encore davantage et là, on a beaucoup travaillé sur les besoins. Aujourd'hui, on est plutôt dans un questionnement sur la rentrée, notamment là-dessus, vraiment sur la rentrée prochaine, de travailler autour des prestations parce qu'on n'est pas... elles sont perfectibles en fait dans ce qu'on propose vu qu'on arrive mieux à déterminer les besoins. Maintenant, il faut qu'on soit un peu plus au clair sur les prestations qu'on va proposer. Donc, à la rentrée prochaine, on va toujours travailler sur des services de besoins, mais on va avoir un service. Alors, ils sont pas très beaux les noms, mais on les a maintenus comme ça parce que ça nous rappelle vraiment Séraphin. On essaie vraiment de maintenir ça. Après, on trouvera des noms plus jolis, j'espère. On va avoir un petit service qu'on va appeler autour du soin, qui sera vraiment pour des enfants qui ont énormément besoin d'étayage, de proximité, d'accompagnement partenarial aussi avec l'hôpital de jour,
donc à mettre en face donc un encadrement spécifique. On aura et puis un second service beaucoup plus vaste sur lequel effectivement l'idée ce sera que les enfants soient dans une autonomie. Alors autonomie aussi bien affective que autonomie générale, hein, je m'entends. Donc ça, ce sera les 2 grands services. Et ensuite, on va créer 2 petits micro-dispositifs qui pourront intervenir sur ces services-là, toujours par rapport aux besoins qu'on a pu recenser auprès des parents, des enfants et des partenaires. Donc un dispositif expérimental qu'on va appeler autour de la famille et un second dispositif qu'on est en train de conventionner avec nos collègues de l'éducation nationale sur le département sur un répit scolaire. Pour des enfants qui non seulement seront inscrits sur l'effectif de l'ITEP, mais qui seront aussi des enfants qui seront en liste d'attente sur d'autres établissements et qui seront limite de l'exclusion. Voilà. De manière à travailler un peu la prévention d'un côté, et puis vraiment dans le cadre d'une convention pour pas qu'ils perdent quand même le pied là où ils l'ont, c'est-à-dire d'essayer de les maintenir coûte que coûte en apportant un étayage ponctuel, ciblé, cadré, et voilà. Et puis par ailleurs, toujours avec l'équipe, parce que j'ai une équipe qui est géniale, qui réfléchit beaucoup, qui travaille beaucoup, on va monter des petites spécialisations d'équipe. Ils les ont appelés les mini-poules, PO2L, P2OL, pardon. Et en fait, là aussi, on essaie de travailler sur des prestations qu'on a récupérées dans Séraphin, qui correspondent vraiment aux besoins des enfants. Et l'idée, c'est de monter donc une équipe, une mini-pool autour de la prévention, santé, soins, avec donc des professionnels. Alors nous, on travaille vraiment en interdisciplinarité. Quand je dis ça, c'est-à-dire que le service administratif logistique participe également activement à tous nos travaux. Ça, c'est important parce que dans les mini-pools, certains ont déjà fait le souhait de participer. Voilà. Donc ce sera en fonction des appétences et des compétences personnelles et professionnelles où ils vont pouvoir se répartir. Et ces mini-pools, l'idée, c'est qu'elles montent en expertise sur des thématiques spécifiques pour apporter des prestations de plus en plus ciblées aux besoins des enfants. Je ne sais pas si j'ai été claire. Voilà. Voilà où on en est aujourd'hui. Voilà juste mon témoignage pour aujourd'hui. Et puis je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, ce qui est très intéressant dans les 2 présentations qui viennent de nous être faites, c'est cette adoption finalement de ce vocabulaire commun pour décrire les situations, les besoins et les prestations nécessaires pour les personnes. Donc c'est Séraphin. Et moi j'aurais une question, alors qui m'occupe depuis de nombreuses années. Et donc c'est une question qui s'adresse autant à l'ARS finalement qu'aux autres autorités de tarification qui ont en charge également la programmation dans le temps de l'offre. La question que je pose, c'est on voit que de partout, à partir de ce langage commun, on est de plus en plus précis sur le repérage des besoins réels de ces personnes et le repérage de la réalité des prestations qu'on va pouvoir mettre en face. Ce qui m'intéresse, c'est les dents creuses. C'est-à-dire aujourd'hui, comment fait-on remonter et de quelle manière, depuis les MDPH et ailleurs, on a repéré des besoins et en face, il n'y a pas l'offre, il n'y a pas la prestation possible. Comment ces éléments remontent et comment ils s'incarnent dans les schémas départementaux de l'autonomie, dans le projet régional de santé de l'ARS, dans la programmation de l'offre. Voilà, je suis très curieux de savoir aujourd'hui comment, à partir de ces outils de plus en plus précis sur la connaissance des besoins et la connaissance de l'offre existante ou non, comment demain ça va nourrir les projets d'évolution finalement de l'offre dans nos territoires. Je ne sais pas si l'ARS est en capacité de me répondre là-dessus, mais voilà, c'est vraiment une question que... Bonjour.
Nadia Laportefeun, directrice de la protection de la santé et de l'autonomie, dans le cadre de la nouvelle organisation de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Alors, le sujet que vous abordez, globalement, c'est la question aussi du partage de la donnée. Parce que vous savez bien que voilà, il y a beaucoup de MDPH aussi qui sont aujourd'hui dans la salle. Toute la question aussi des systèmes d'information des MDPH, le partage au niveau de la CNSA, voilà, toutes ces nouveautés, qui ont été extrêmement importantes aussi en termes de charge de travail aussi pour tous les acteurs locaux. C'est la question de comment on partage la donnée aussi au niveau national avec les mêmes critères, comment on parle de manière harmonisée des mêmes choses, et puis après, qu'est-ce qu'on en fait. Mais déjà, je voudrais vraiment souligner cette importance du partage de la donnée, autant au niveau des ARS, des conseils départementaux, parce que souvent on n'a qu'une partie de la donnée, du coup on passe aussi par vous, l'Ancréail, aussi pour avoir une consolidation de la donnée, mais on devrait déjà à la base l'avoir peut-être via le niveau national. C'est un sujet quand même majeur. Et après, il y a un deuxième sujet, bien sûr. Une fois qu'on a cette consolidation-là, qu'est-ce qu'on en fait ? Forcément. Et là, ça passe via les conseils départementaux, via l'ARS, l'ensemble des acteurs, sur la question de la transformation de l'offre. Et la transformation de l'offre, elle se fait depuis déjà des années avec vous et avec les conseils départementaux, avec une partie aussi de moyens nouveaux et une partie de transformation aussi dans le périmètre actuel. Et vous le savez, c'est toute la question de la transformation aussi des places en établissement, en service. Mais on voit aussi qu'on atteint sûrement une limite actuellement de cette action-là. Et comment aussi, et ça sera aussi une question sûrement pour les années à venir et la nouvelle mandature au niveau national, comment aussi, on a aussi des mesures nouvelles et une action aussi renforcée dans le cadre d'établissements et services. Alors ça passe par les CEPOM et autres, mais ça passera aussi forcément par une ambition aussi nouvelle et interministérielle, puisque ça a été également à un moment évoqué, je crois, par Monsieur Barrère, c'est qu'au-delà du médico-social ou du sanitaire, ce qui est aussi un sujet aussi d'enveloppe entre le sanitaire et le médico-social, mais c'est aussi comment aussi on a une vision aussi plus inclusive et de l'ensemble des ressources et des moyens. Voilà. Donc il y a aussi la question de l'interministérialité et de l'action aussi avec, bien sûr, l'éducation nationale, mais aussi les autres acteurs sur l'emploi et autres. Voilà. Donc c'est une partie du travail est fait, une partie à venir collectivement. Mais voilà, je voudrais quand même reprendre, au-delà de Séraphin, via Trajectoire et autres, la question aussi de partage de la donnée. Tout à fait d'accord sur cette question essentielle. Et donc moi simplement, j'aurais souhaité attirer l'attention sur un sujet qui m'a toujours intéressé. C'est la question des orientations par défaut. On l'a vu là avec l'exemple de Nicolas qui nous était présenté tout à l'heure. L'orientation attendue, c'était un foyer de vie. Et puis on s'aperçoit que quand on creuse et quand on rentre de manière plus fine autour des besoins, c'est peut-être pas nécessairement le foyer de vie qui sera la réponse automatique à Nicolas, ce sera peut-être autre chose à construire, etc. Mais toujours est-il que si Nicolas, parce qu'on a trouvé cette solution-là, on l'a envoyé en foyer de vie, qu'on garde quelque part, je ne sais pas où, dans vos systèmes d'information, que la réponse actuelle est une réponse par défaut. Et qu'il y a toujours une attente d'une orientation idéale. Et l'objectif de la programmation de l'offre, c'est pas de combler le défaut, mais c'est au contraire de faire apparaître l'idéal. Donc voilà, c'est une autre manière de partager la donnée, mais vous voyez, la donnée en creux. Et c'est pas la plus facile. Du coup, je me tourne vers nous, mais normalement, dans les systèmes d'information des MDPH, normalement, il y a à la fois l'orientation et j'ai été directrice de MDPH, voilà. Donc, c'est pour ça que... et du coup, j'étais sur ces questions-là jusqu'à récemment. Normalement, on a dans les systèmes d'information à la fois l'orientation idéale et l'orientation par défaut. Qu'est-ce que vous faites de ces orientations idéales, mais il faut que l'ensemble de la donnée soit remontée. Enfin, je vous y reviens. Et au-delà des observatoires et autres, comment c'est remonté, comment aussi c'est renseigné systématiquement ou pas, parce que voilà, c'est pas si évident que ça. Il y a la question aussi, mais on va pas l'aborder là, la question des doubles orientations ou autres qui peut aussi se poser.
Et puis aussi du temps que ça peut prendre aussi au niveau local et en MDPH de rentrer l'ensemble des données. Et voilà. Donc, du coup, je ne suis pas certaine que ce soit renseigné partout de manière exhaustive. Et de temps, et de charge de travail associée. Donc voilà, c'est un ensemble. Mais après, il faut le voir. Je ne suis pas certaine qu'il y ait une réponse qui soit aussi complète. Il faut aussi voir comment ça incarne sur les territoires. Juste une MTH, effectivement, c'est une histoire de données, de partage de données, mais il ne faut pas qu'on reste sur de la donnée chiffrée qui remonte comme ça au niveau national, il faut qu'on développe encore plus. Bon, on a la chance sur le territoire du 87, on travaille beaucoup avec l'ARS, la direction départementale, c'est que ces données-là, il faut qu'elles soient expliquées, il faut qu'elles soient commentées. Il suffit pas tout simplement, en fait, que ces données elles soient remontées au niveau CNSA, au niveau national, il faut qu'on prenne le temps régulièrement sur des points tous les 3 mois ou autres, et avec les établissements, on travaille aussi beaucoup là-dessus, sur qu'est-ce que justement on entend derrière ces données-là, parce que comme disait M. Gadras, des fois, une donnée que l'on met sur un logiciel, sur le SI, on a beau harmoniser, faire des réunions harmonisées, on voit bien qu'en fait, on ne rentre pas forcément la même chose. Donc il faut vraiment que ce transfert de données soit couplé avec des relations régulières de terrain entre les institutions et les établissements.